Beson. Bonsoir les psychiatres. Bonsoir man. Salut. Ça va bien dire quoi? Cool. On est là, tranquillou, tranquillou. Bon, je rappelle que le meilleur freestyler de la semaine, celui qui aura mobilisé le plus. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Ah ouais. Zirko. Faut tout casser mon poteau. Allez mon pote, c'est parti. On va essayer, merci. J. Ok. Trash talking. Tu as du bif mais t'en veux plus. Personne ne pourra t'arrêter. Alors tu chantes avec un sioniste de la variété. Trahis nos codes mais tant que ça paye, bah tu kiffes ça ouais. Et t'assassin de l'armée d'Israël. Vendu que tu es, il y a du sang sur tes mains quand des enfants se font tuer. Comment marches-tu la tête haute? Ta salive et des infanticides. Ça fait longtemps qu'on se retrouve plus dans ce que tu chantes ici. Ils font les thugs mais n'ont trempé que dans le trafic de voix. Des têtes d'affiche mais la plupart ne sont que des filles de joie. Leur leitmotiv les hypnotisent, rêvent qui plus est. Ils vendraient même leurs paroles ou leurs âmes pour être diffusées. Où sont vos couilles? Dites des choses où on est enragé. Aucune prise de risque, bande de pseudo-rappeurs engagés. Travestis-toi pour le formatage, c'est classique. Y a-t-il encore une dignité au fond de ta cage thoracique? Sans te voir, ça m'est égal de mettre la terre à dos. La femme sur la liberté d'expression, qu'ils aillent les faire à d'autres. Que les auditeurs tremblent la vérité. Sors de la bouche des gosses, on a le syndrome de Peter Pan. De faut percer, faudra faire face à plus de 1000 contraintes. Y'a que les fils de l'âge pour froisser un beau gratis contraint. Une pensée pour ceux qui évitent de ce pays divise. Dans l'âge des pédophiles récidivistes. Faut que la franc-maçonnerie, mon rappeur favori, vénère Iblis, mais toi tu le suis dans sa connerie. Regarde ce qu'on inculque à nos petites sœurs gros. Les mecs, rends pas les beaux slims et vos t-shirts roses. Les moussettes j'en côtoie, aucun impose de port du foulard. Mais vaut une femme vierge, je vois avec une trappeuse, fille de soulard. Alors que la peur qui femme est à la mode. Combien de poulains et fillettes vont-ils encore envoyer à la morgue? Trash talking. Ok. Ah ouais, tu as été trash Trash talking à l'instant. Bien poto. Si vous voulez soutenir Zirko de Beson, Mr. Zirko. Diez, freestyle auditeur Skyrock. Je peux te faire juste une... Bien sûr, vas-y. Ah merci. Bon, grosse dédicace à tout mon collectif déjà, donc SKS Crew qui signifie Syndicat Syndrome Crew, avec Rachid Roul, Mounir, Dogmatic, également Gatsby, Fares, Choubi, Mska, à toute ma ville Beson, la place du Grand Cerf, Cité Phoenix. Big up à Rachid de Beson, à la marque indépendante Hold Upware, également à la radio web Vendetta, big up à tous les artistes indépendants. On peut nous retrouver sur Twitter, à savoir SKS Crew 95. Le Facebook officiel c'est SKS Crew officiel. Il y a un projet qui est sorti, vous pouvez trouver des clips sur YouTube, etc. Gros big up à Psychiatre de la Rime. Merci mon poteau. Gracias, merci. Et juste un dernier petit mot également que je voudrais adresser à monsieur Pierre Bélanger, qui est un sataniste pédophile incestueux. Ok, vas-y, coupons, attends, c'est bon. Pierre Bélanger, c'est notre patron à Skyrock, hein. Je dis ça, mais oui, c'est pas l'heure de lancer des débats là-dessus. Je sais qu'il y a toute une petite bande sur Internet qui s'agite actuellement autour de ça. Ne vous renseignez pas que sur Internet, c'est tout ce que j'ai à vous dire, et arrêtez vos conneries. La réalité, t'entends le gars, la réalité, il est marrant le gars. Mais la réalité, mon pauvre ami, mais votre réalité, tout le monde s'en fout de votre réalité. Si la réalité intéressait les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, abrutis. Non mais n'importe quoi. Je partage pas tout avec tout le monde, forcément, j'ai mes idées, j'ai mes opinions, ok. Mais il y a un constat à faire. Je pense qu'il est temps qu'on discute les uns avec les autres. On pense pas tous pareil. On est différents, on pense pas tout pareil, mais il y a des choses qui nous réunissent, les copains. Vous avez tous une carte d'identité française dans vos poches. N'oubliez pas. Il est nul, il prend pas de décision, il a pas de courage, on sait même pas très bien ce qu'il pense, c'est un mou, et il nous mène tout droit à la catastrophe. Peuple de France, nous sommes Anonymous. Depuis 1913, la population mondiale est sous le joug de la réserve fédérale américaine et de son dollar si miséricordieux. Depuis 1998, nous, peuple d'Europe, avons été forcés, par jeu d'influence, de division et de corruption, à accepter l'installation d'une banque centrale européenne. Il est important de souligner qu'une banque centrale prête l'argent au gouvernement.
Elle ne lui donne pas et ne travaille pas pour le gouvernement, mais avec le gouvernement. Nous avons donc une dette impossible à rembourser. Et malheureusement, ce n'est que la première d'une très longue liste. En partant de là, il nous apparaissait de plus en plus évident que toute cette union monétaire n'était en définitive qu'une mise en esclavage indirect. Malheureusement, il y a exactement 112 jours, les ministres des Finances des pays membres de l'Eurozone n'ont fait que confirmer nos craintes en se livrant au vol direct sur le compte des épargnants chypriotes et ce, pendant que M. Moscovici terminait tranquillement sa nuit sur la table durant la réunion de crise de l'UE. De plus, notre Premier ministre M. Jean-Marc Ayrault a eu le culot de déclarer « Venez voir les services de l'État pour que vous puissiez régulariser votre situation. Le temps de la fraude, le temps des paradis fiscaux, ce temps-là est en train de disparaître. » Alors que le ministre du Budget Jérôme Cahuzac, accusé d'avoir eu plus de 600 000 € sur un compte en Suisse, est toujours en liberté. Nous, peuple de France, estimons qu'il s'agit d'un comportement indigne d'un gouvernement. Et pour ne rien arranger, de nombreuses mesures d'austérité nous menacent. Gel des retraites de base et des aides sociales, faillite imminente des 4 principales banques du pays, impôt sur la valeur de votre logement et d'autres surprises nous attendent en chemin. Et maintenant, que faisons-nous? Peu d'options nous sont disponibles. La France est attaquée et il semble de plus en plus évident que l'armée va tenter de s'émanciper de la domination des banksters. Mais ne vous leurrez pas. Vous avez un rôle à jouer dans l'histoire et c'est aujourd'hui qu'elle commence. Nous savons que vous avez été divisé par les médias et les célébrités. Plus beau, plus laid, plus riche, plus pauvre, pervers, timide, immigré, skinhead, juif, pour ou contre le mariage gay. Mais aujourd'hui, nous avons un intérêt commun, la terre sur laquelle nous vivons. Aujourd'hui, nous devons laisser de côté nos désaccords, notre ego, notre cynisme ainsi que nos peurs. C'est de notre avenir dont nous parlons, mes frères et sœurs. Ce sont vos actions qui définissent l'avenir, alors n'hésitez plus. Sortez et défendez ce qui est à vous. Trouvons la voie. Et laissons-la se faire entendre. N'oubliez jamais que la plus grande preuve d'amour et de dévotion envers la France n'est pas le vote ou le respect de la législation, mais bien la résistance contre la tyrannie. Soyons unis, partageons ensemble, dialoguons et préparons-nous à une insurrection nationale contre la politique autoritaire et fasciste de la Troïka ainsi que du FMI. Ne faisons pas la même erreur que les Grecs ou les Espagnols, organisons-nous avant que les banksters ne frappent les premiers. Nous sommes Anonymous. Nous sommes partout. Nous sommes chacun d'entre vous. Nous n'avons pas de leader. Unis comme un seul. Divisés par zéro. Cartels corporatistes, politiciens corrompus et autres terroristes financiers, attendez-vous à nous. Ils veulent diviser la France pour la rendre communautaire. Comme aux têtes, plein d'intox, commentaires. Comme à l'époque où Cavada change les barbus à la palette. La mission sur la lune paraît même c'était malhonnête, mec. Pour la monnaie des têtes, vite les têtes tombent. Rien à foutre, c'est la guerre propre. La marque des bombes est américaine. Aussi sûr que Bush et le bot à Ben Laden. Regarde maintenant, chrétiens et musulmans sont brasquettes. L'Europe, l'Afrique, c'est un mariage de force, un amour tendu. Un peu comme la France et la Corse. On tamine disquette en réécrivant l'histoire. Faut repartir du commencement, les Égyptiens étaient noirs. Un homme sans culture, c'est comme un arbre sans racines. À l'époque on était roi, on n'était pas hostile. Et passé des colonies au dom-tom. Les familles d'anciens esclavagistes ont conservé les terres et le rhum. Et pendant ce temps chez nous c'est la dictature. Mis en place après l'indépendance, 30 ans que ça dure. Tout ça juste pour faire tourner nos voitures. L'Occident s'assure pétrole contre nourriture. Aujourd'hui ça pète à l'intérieur. Les terroristes font la fête, les kamikazes sont même des leurs. Mais ils se posent pas de questions sur les causes profondes. J'ai poussé un 20 ans à faire le human bomb. On est de la génération trop informée pour se taire. On a réalisé que le monde était tomate des gangsters. Ils me font la morale et me parlent d'intégration. Trop de différence dans les victimes de discrimination. L'île de Corée, ça concerne tous les Français. Désolé, vos rois, l'esclavage ont collaboré. Mon grand-père en Afrique a payé des impôts toute sa vie pour un pays qu'il n'a vu qu'en photo. Je viens rétablir l'histoire, tu m'entends. Ils ont menti au peuple, j'en veux à nos dirigeants. Trop de martyrs, laissés sans repère. Ma génération a compris ce qui nous fait perdre. Je
Je viens rétablir l'histoire, tu m'entends. Ils ont menti au peuple, j'en veux à nos dirigeants. Tente de leur dire des paroles de guerre. La vérité blesse quand on chante la misère. Y'en a trop qui parlent quand il faut pas, qui veulent imposer pour les immigrés des quotas. J'écoute pas les putains de conseils de SOS racisme. Ils servent à rien à part faire des concerts marxistes. Comme ni pute ni soumise, a fini sur le trottoir. Faire une carrière politique en faisant croire aux faux espoirs. Dis au resto du cœur chez nous de recruter. Viens faire un tour dans le move, on trouve plein d'enfoirés. Arrêtons l'hypocrisie dans nos institutions aux 20h. Et montent des Irakiens sans cacher l'humiliation. Mais pour les Américains, ils nous parlent de convention. Et après les bâtards s'étonnent quand ils font monter la tension. Moi j'ai la haine comme toi. Quand les US enseignent leurs valeurs démocratiques dans la prison d'Abu Ghraib. Toujours les mêmes qu'on voit. Rien à foutre que le peuple saigne. Les morts du tiers-monde, c'est des statistiques démographiques. Les États sont corrompus par les anciennes puissances. Le destin est dans leurs mains et ça en pleine nuisance. Y'a pas si longtemps la France provoquait des guerres au Congo, Rwanda, en Côte d'Ivoire. Des criminels au pouvoir et des deux côtés du globe. Temps de changer les rapports entre le sud et le nord. Mais ils veulent pas qu'on s'en sorte. Alors j'écris ces paroles de guerre. C'est ma vision personnelle. Voilà mes opinions et rien à foutre même si ça gêne. 400 ans d'esclavage. Des bâtonnets grillés, du commerce triangulaire. À l'abolition ils nous font croire. Mais on veut tous la vérité. Comment enlever sa rage? 2006 rien n'a changé. Ouais c'est ça. Va leur dire, personne refera l'histoire. Je viens rétablir l'histoire, tu m'entends. Ils ont menti au peuple, j'en veux à nos dirigeants. Trop de martyrs, laissés sans repère. Ma génération a compris ce qui nous fait perdre. Je viens rétablir l'histoire, tu m'entends. Ils ont menti au peuple, j'en veux à nos dirigeants. Tente de leur dire des paroles de guerre. La vérité blesse quand on chante la misère. Je viens rétablir l'histoire, tu m'entends. Ils ont menti au peuple, j'en veux à nos dirigeants. Trop de martyrs, laissés sans repère. Ma génération a compris ce qui nous fait perdre. Je viens rétablir l'histoire, tu m'entends. Ils ont menti au peuple, j'en veux à nos dirigeants. Tente de leur dire des paroles de guerre. La vérité blesse quand on chante la misère. Il faut que vous sachiez que toute utilisation de planche à billets se termine par une dictature. Et au final, c'est de transformer l'Europe en une espèce de copie conforme des États-Unis. Hein, on en parlait tout à l'heure en antenne. Hein, vous l'avez vu vous-même, hein, vous me l'avez dit. Et on va vers ça. Donc vers les États-Unis. D'ailleurs, le traité transatlantique, c'est fait pour ça. C'est l'aboutissement global. Et ça sera la grande trahison de nos politiques. Ils prendront les clés du pays et le donneront aux Américains. Vous faites la différence, vous avez deux, vous comprenez, vous faites la différence. Vous voyez bien que vous n'avez pas lancé votre télévision par hasard, vous vous êtes bien rendu compte qu'il y a un mensonge permanent. Le plus grand mensonge, c'est Canal+. Cette chaîne, c'est une véritable poubelle, quoi. Canal+, le grand journal, le petit journal, c'est absolument effrayant. C'est effrayant. Le petit journal, je crois qu'il remporte la palme. La palme de la désinformation la plus totale, quoi. Il faut regarder du côté des Américains de Washington. Regardez bien ce qu'ils ont détruit comme pays. Ils ont détruit le berceau de la civilisation. Sumer. Hein, les Sumériens. C'est le berceau de la civilisation. L'écriture est née à Sumer. Hein. Ils ont détruit l'Irak. La première chose qu'ils ont faite, hein, quand ils ont commencé à bombarder Bagdad, rappelez-vous, hein, ils avaient fait poster une sécurité privée autour du ministère du pétrole. Hein, elle était cernée, celle-là n'a pas été bombardée. Et comme par hasard, à partir du moment où la guerre a commencé, des pilleurs organisés sont entrés dans le musée, ils ont tout volé. Où avez-vous retrouvé les pièces? Au musée de New York, comme par hasard. La mascarade des États-Unis, pour moi, je suis d'accord. Alors, je vais faire plaisir à tous les musulmans qui nous regardent, parce qu'il y a une personne avec laquelle je suis d'accord, et j'aurais jamais imaginé dire ça un jour, hein, c'est l'ayatollah Khomeini, hein, qui a décrété, mais c'était un mystique, hein, Khomeini. Et il a vu, je sais pas, il a dû avoir une sorte d'extase, une expérience mystique. Il a décrété que l'Amérique c'était le grand Satan.
Je suis d'accord avec lui 200%. 200%. Et c'est à partir de ce moment-là où ils ont décidé de transformer, vraiment de détruire tous les autres pays pour leur voler leur économie, parce que leur monnaie BIP ne repose sur rien. Donc ils ont décidé, puisque leur monnaie ne repose sur rien, de voler tous les autres pays. Pensez-vous que ce soit vraiment en bonne voie pour un soulèvement? C'est Moubou qui dit ça. Ah oui. On est en bonne voie pour un soulèvement. Bah, on le voit, on l'a vu sur les 2 manifestations au cours de ces c'est ce que j'ai remarqué aussi. 9 jours. Ouais. On voit bien que la France est divisée en deux maintenant. Hein, d'un côté, vous avez la France bourgeois bohème. Hein, genre Hidalgo, pour moi, c'est l'illustration parfaite. Ou alors les bourgeois bohèmes du Marais, vous voyez, tous les homosexuels, hein, comme on dit les WASP hein, en anglais. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont pas d'enfants, mais ils ont 2 salaires, donc ils ont un pouvoir d'achat colossal, vous voyez. Donc voilà. Et puis vous avez l'autre côté, vous avez, alors ça représente 20% hein, peut-être de l'ensemble de la zone. Et puis vous avez 80 autres % qui comment dire représentent la France profonde, les gens qui sont au chômage, qui se battent tous les jours pour essayer de trouver un boulot, ou alors les gens qui ont un boulot mais qui balisent parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot du jour au lendemain, vu les temps économiques actuels. C'est ça, hein. Il y a une division de la France en ce moment. Mais il faut voir que comme dans tout système, ce sont les 20% ou même les 10% qui tiennent les médias. C'est eux qui tiennent les médias. C'est eux qui vous disent ce que vous devez croire, sur ce que vous devez penser, quelle information est importante par rapport aux autres. C'est quand même incroyable. Non mais c'est triste. Ouais, c'est triste. Alors ça voudrait dire que par exemple aujourd'hui une nouvelle Bastille, ce serait aller prendre TF1 quoi. Pardon ? Une nouvelle prise de la Bastille aujourd'hui, ce serait la prise de TF1. Oui, bien sûr. Bah, vous savez, dans les révolutions, en général, les révolutions récentes, c'est la première chose qu'ils prennent, effectivement, ce sont les télés et la radio. C'est les télés et la radio. Regardez en Égypte. Ouais. En Égypte, le premier endroit où ils sont allés, c'est la télévision. Bah, vous prenez le contrôle en Afrique. Hein, tous les coups d'État en Afrique, c'est la première chose qu'ils font, c'est la radio et la télé. Hein, c'est bonjour, c'est un coup d'État. Les inconnus avaient fait un très bon truc là-dessus, hein, sur les télévisions, là, puis même les informations. Ils ont fait un très bon truc sur les différentes manières de présenter les informations en fonction des pays. Je sais plus comment ça s'appelle. Dans l'affaire quand même Dieudonné, ce qu'on en ressort, c'est le pouvoir quand même tout puissant quand même de la LICRA, bien sûr. La LICRA du CRIF, quoi. Enfin, non mais la LICRA était d'une maladresse, mais sans égale sur cette affaire. Ce qu'il en est ressorti, ce que j'en ai ressenti, et j'ai écouté Zemmour, c'était très intéressant parce qu'il a ressenti exactement la même chose. J'en ai discuté avec d'autres journalistes qui sont au Figaro, et ils me disaient tous que la LICRA a fait l'erreur, sa dernière erreur. C'est-à-dire que plus jamais les Français ne verront le système politique indépendant. Ils verront que ce sont surtout et avant tout les organisations communautaires qui vont véritablement piloter les décisions du gouvernement. Et là, c'est terrible, parce que le gouvernement, et Valls en particulier, est entaché par cette affaire Dieudonné. Littéralement. Donc il y a un vrai pouvoir. D'ailleurs, la loi Guesso est un vrai scandale. Enfin, à mon sens, en tant que journaliste, je ne comprends pas. Je veux dire, j'ai jamais compris comment mais ça aussi, cette loi Guesso a été votée principalement sous le poids des communautés. Ce que je regrette, si vous voulez, dans cette affaire, cette espèce de disproportion, voilà ce qui est intéressant, si vous voulez, cette espèce de disproportion totale par rapport aux 60 millions de morts du système communiste, par rapport au génocide des Arméniens, on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a une espèce de hiérarchie, si vous voulez. Je vous parle même pas de ce qui s'est passé en Angola. Hein. Voilà, ou même au Congo, il y a des millions de morts. C'est des Noirs. Oui, voilà. Franchement, ça va. Mais ça, vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est Dieudonné, c'était justement l'idée de Dieudonné. Hein.
Pourtant, ce qui s'est passé en Angola il n'y a pas si longtemps, c'est une des pires scènes de l'humanité. Hein, de tout, on peut prendre 3000 ans d'histoire. Je pense que ce qui s'est passé en Angola pourrait figurer dans le top 5, sans aucun problème. Donc vous voyez que dans les histoires de génocide, si on compare l'Angola aux Allemands, je pense que les Allemands, là, ils sont très propres à côté. Non mais c'est consternant, mais malheureusement, il faut voir ça comme ça. Donc on a l'impression, si vous voulez, que qu'on ne peut pleurer ou que fondamentalement que pour une seule communauté. Voilà. C'est mon sentiment. C'est vrai. Oui, vous savez, vous avez un type qui s'appelle Kennedy, qui a signé un executive order pour supprimer le privilège de la Fed. Donc il a donné le retour, si vous voulez, d'émettre des dollars qui sont basés sur des pièces d'argent, par exemple. 4 mois plus tard, il est mort. Là, on me demande, là, je vois une question. Pensez-vous toujours que M. Hollande ne finira pas son mandat? Son mandat, oui. Oui, c'est clair. De toute façon, déjà, il est mort, là. Là, il est mort. Aujourd'hui, vous savez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. C'est une très très bonne question. Comment il s'appelle? Jonathan, 84. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. C'est que Manuel Valls, après le micro, il a dit le gouvernement n'acceptera pas le vote des, je sais pas quoi là, comment dire, du port d'enfants par quelqu'un d'autre, je sais pas quoi. Et ce qui est absolument extraordinaire là-dedans, c'est que Manuel Valls, qui est ministre de l'Intérieur, donc ça ne le concerne pas, déjà. Ça ne le concerne pas, il est ministre de l'Intérieur. Il devrait mieux s'occuper des cambriolages, de la sécurité des Français. Mais bon, il prend le micro, il fait cette déclaration, qui est reprise par l'intégralité de la presse dans la seconde qui suit, et il grille Jean-Marc Ayrault, qui est quand même le chef du gouvernement, a priori, et bien entendu, il grille la politesse à François Hollande. Donc, aujourd'hui, on voit bien que, au sommet du gouvernement, il y a un flottement phénoménal, que Hollande n'est plus du tout considéré comme à la tête du pays, et que c'est Manuel Valls qui pilote. C'est le message non dit qui a été compris aujourd'hui par tous mes confrères politiques. On vit le même cauchemar quand Sarkozy était ministre de l'Intérieur avec Chirac, c'était un peu pareil. Oui, mais bien sûr, mais il fait exactement... Manuel Valls copie littéralement son parcours sur celui de Sarkozy. Et pour lui, c'est beaucoup plus facile, parce que Chirac, c'était quand même un morceau. Hollande, on voit ce qu'il en est. Donc il n'aura aucun mal, si vous voulez, à l'écarter. Il est déjà mort, Hollande. Plus personne ne le prend au sérieux au sein du gouvernement. J'avais dit, je me souviens, il y a déjà un an, des informations que j'avais, c'est-à-dire que quelles étaient les demandes de Matignon ou de l'Élysée, lorsqu'elles étaient répercutées sur l'ensemble des régions, eh bien, elles n'étaient pas suivies d'effet, déjà. Alors vous imaginez maintenant. Vous imaginez maintenant. Complètement, mais parce que c'est clair qu'au niveau de la population, c'est mort. Et là, on voit, c'est mort. Dans son gouvernement, il commence à être... non, mais aujourd'hui, Manuel Valls a fait un coup d'État. C'est comme ça que vous devez le voir. C'est un coup d'État, non dit. Mais c'est un coup d'État. Ne serait-ce que médiatique. C'est un coup d'État médiatique qu'on a vu aujourd'hui. C'est très important. Alors on nous demande de finir sur une note optimiste, peut-être, c'est vrai. C'est qu'on aura foutu plein la gueule quand même. Mais non, mais moi je cherche pas, si vous voulez, je cherche, mon rôle, moi j'ai toujours aimé ça. J'aime mon métier, c'est important d'aimer son métier. Et de partager l'enthousiasme pour mon métier. C'est d'informer mes semblables. Donc j'informe mes semblables, plus ou moins bien, peu importe. Mais au moins je suis un des rares journalistes qui l'ai fait depuis 2007-2008. Techniquement, je suis même le seul, on peut le dire. Voilà. Donc la note optimiste, justement, c'est qu'il y a des médias comme les vôtres, des médias indépendants qui naissent et qui vont vous informer, qui vont informer les Français pour contrebalancer, je veux dire, tous ces médias qui mentent aux Français. Il n'y a pas d'autre mot. Non, il y a une excellente question. Trouvez-vous Trierweiler attirante? Voilà une bonne question. Madame Trierweiler, je trouve que, parce que c'est une consoeur après tout de match, elle avait un côté
Ben, je vois quand même, elle avait un côté classe, oui. Je dirais pas que ça fait partie de... mais je trouve que oui, elle avait beaucoup de classe. Enfin, beaucoup. Elle avait une certaine classe. Hein. Mais moi, je suis pas du genre à être dominé. Donc, ouais, parce qu'elle a l'air assez à côté, castratrice. elle est très dominatrice. Elle est très dominatrice, hein, c'est très net. Genre pour les banquiers, c'est plutôt ça, moi. Voilà. Bah, les choses sont claires. Oh, bah, voilà. Parce qu'ils ont des valeurs. Quand on refuse de serrer la main à quelconque personne et qu'on a perdu ses valeurs. Et moi je vous invite, monsieur, une expérience qui est la vôtre. Vous n'êtes pas un gamin, vous avez même des responsabilités, vous exercez des responsabilités. Vous avez le ministre de l'Intérieur, représentant le gouvernement, représentant l'État, représentant la République, à vous comporter comme un sapeur-pompier. Il y a une hiérarchie dans les sapeurs-pompiers. Vous devez la respecter. Et si je viens ici pour dialoguer avec les sapeurs-pompiers, après avoir dialogué, c'est pas pour qu'on me refuse de tenir la main, de serrer la main. Faut arrêter là, Non, je suis venu vous saluer. Mais vous me refusez la main aussi? Au niveau de l'apaisement, vous avez parlé de la hiérarchie et on y est tous très attachés, surtout dans notre profession. Et du respect de la hiérarchie, le respect doit être mutuel. C'est le seul terme que je vais employer. Le respect doit être mutuel. À un moment, je pense On est qu'il faut tous changer, d'accord il pour faut se mettre partir au sur travail, des bases et, on est tous d'accord pour reconstruire, mais il doit y avoir du respect. Et le respect, c'est dans le Et on commande par l'exemple. Je ne vais pas partir sans... Allez par terre, les oreilles, c'est quelqu'un. Ils l'ont roulé dessus. Ouais. C'est honteux. Où ça? Là, prenez des photos, 20h. Madame, c'est laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. Très violemment. Dictature. C'est qui la plaque? C'est lui la plaque. Ça y est, on a pris. Je l'ai pour rouler. Mais c'est bon. Tiens, plaque, Bix. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils l'ont sciemment écrasé, monsieur. Il a dit, faut le retenir. Ils l'ont sciemment écrasé. Ils l'ont sciemment écrasé, nous l'avons vu. Chapeau. On entend sur le plateau. Vous êtes d'accord avec ce côté binaire ou c'est plus compliqué que cela? C'est très compliqué du fait de l'agrégation de tout le monde qui est là, évident. Mais en substance, c'est ça. C'est deux camps qui s'affrontent. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par exemple pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le président j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai d'abord dit le contraire, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Excusez-moi, dans quel but? L'idée de le renverser de Bachar, c'était quoi? Je vais vous dire, la finalité? Dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir.
Je voulais apporter mon témoignage en fait concernant ce qui s'est passé à la manifestation du 13 juillet. Une manifestation qui a commencé à Barbès et qui s'est terminée à la Bastille. J'apporte mon témoignage parce que je vis en fait le traitement médiatique comme une véritable injustice. On essaie de faire passer les manifestants pour des gens violents qui ont attaqué des synagogues, qui ont attaqué des juifs. Donc on essaie clairement de nous faire passer ou de faire passer les gens qui sont venus à la manifestation comme étant des gens antisémites. Sauf que la vérité est tout autre. La vérité a commencé, je vais relater les faits, ça a commencé mercredi dernier lors d'un premier rassemblement à Saint-Michel. On a été surpris en fait par un rassemblement de groupements de jeunes. La FDJ, groupuscule terroriste, interdit aux États-Unis et en Israël et en France, vous les protégez. Il s'est avéré que c'était donc la Ligue de défense juive qui ont attaqué le rassemblement. Donc il y a eu une agression, il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu des coups. Les CRS ou la gendarmerie mobile qui était présente a séparé par la suite, mais n'a aucunement essayé à aucun moment d'arrêter les agresseurs, d'arrêter les coupables. Ils ont tout simplement fait un cordon pour séparer les deux parties et ça s'est arrêté là. À partir de là, le lendemain, il y a eu un message de la part de la LDJ sur leur page Facebook officielle. Ils disaient comme quoi ils étaient venus, qu'ils ont bastonné, qu'ils avaient ce qu'ils avaient à faire et que désormais à chaque manifestation pro-palestinienne, ils viendraient en marge de la manifestation ou en fin de cortège pour, là je reprends leurs mots, pour raccompagner à leur façon les manifestants pro-palestiniens. Donc ils disaient clairement, c'était des menaces claires, ils disaient clairement qu'ils allaient venir agresser les pro-palestiniens en fin de cortège, en fin de manifestation. À partir de là, il restait quelques jours avant la grande manifestation de dimanche. Et là, tous les jours, il y a eu donc sur les réseaux sociaux, des messages, des tweets, des statuts sur Facebook, etc. où les membres de la LDJ ont multiplié les provocations, invitant les gens à venir les rejoindre. Donc en fait, ils ont lancé un grand appel entre eux pour venir se regrouper le jour de notre manifestation à 5 minutes à pied, mais vraiment à 5 minutes à pied de l'endroit où devait se terminer la manifestation, c'est ce ne dire la provocation que c'est, et qui cherchait vraiment l'altercation. Donc ils se sont donné comme point de rendez-vous la synagogue la plus proche de notre manifestation, du point de chute de notre manifestation. Et ils ont multiplié, tous les jours, ils ont multiplié les provocations, appelant les propalos à venir les rejoindre s'ils voulaient en découdre. On a essayé de contenir, donc on a essayé de gérer au mieux pour que toute la manifestation, tout le cortège se passe bien. Le problème est lorsqu'on est arrivé à Bastille, la rue de la Roquette où se trouvait la LDJ donnait directement sur la place de la Bastille. Mais à un moment donné, il y a un groupe qui est arrivé, qui a brandi un drapeau à l'angle de la rue de la Roquette et de la place de la Bastille. Ils ont brandi un drapeau israélien et très vite, au bout de quelques minutes, des projectiles ont commencé à être lancés, des bouteilles, des bâtons, des chaises qui commençaient à envoler en direction des manifestants. Ça va être marrant. C'est tellement top là. À partir de là, tous les jeunes qui étaient présents, déjà surexcités, ont commencé à vouloir en découdre avec eux, donc ont commencé à attaquer.
Et à ce moment-là, moi je faisais partie du service d'ordre. On a appris que de l'autre côté, donc dans la rue de la Roquette, il y avait déjà des personnes qui étaient dans cette rue, des pro-palestiniens, des familles, des pères de famille, des mères de famille, des enfants qui rentraient chez eux. Pourquoi ? Parce que la station de métro Bastille était fermée. Donc on a voulu aller les aider ou aller les récupérer pour leur faire prendre une autre station de métro. À ce moment-là, on a trouvé des personnes qui s'étaient fait agresser. 3 personnes étaient ensanglantées, s'étaient déjà fait agresser par la LDJ qui était venue provoquer. Donc on les a évacués, on a invité tout le monde à quitter la rue de la Roquette. Après, je ne sais pas je ne suis pas arrivé jusqu'à l'endroit de la synagogue, donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement là-bas, mais en tout cas tout ce qui s'est passé, toute altercation qu'il y a eu ce jour-là était due aux provocations de la LDJ qui, je le rappelle, a agressé des gens mercredi et a agressé des gens en marge de la manifestation dimanche en fin de manifestation aux abords de la place de la Bastille. Donc pour faire simple, en fait, cette manifestation, on l'a prévue en urgence, avec l'urgence de la situation en Palestine actuellement, du massacre qui se fait à Gaza. Mais, mashallah, subhanallah, franchement, alhamdoulilah, on a réussi à rassembler énormément de monde, beaucoup plus que ce qu'on aurait espéré. On s'attendait vraiment 3, 4, voire 5 000 personnes. On parle maintenant de 20 à 30 000 personnes qui sont venues à la manifestation. Donc alhamdoulilah, ça s'est plutôt bien passé. Les gros cortèges, il y avait beaucoup de gens, les gens étaient vraiment remontés contre ce qui se passe. Et nous, notre message, on a pu plus ou moins le faire passer à travers nos slogans. Le message, il était simple pour la manif. C'était déjà dénoncer la situation actuelle, qui est une situation d'urgence. Et également rappeler qu'en Palestine, ce n'est pas juste aujourd'hui qu'il se passe quelque chose, mais c'était toute cette période-là, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de problèmes, et que c'est juste un nouveau cap de la violence qui a été franchi. Dénoncer le silence de la communauté internationale et la complicité de la France avec ce qui se passe notamment, et de certains pays, parce qu'il y a une réelle collaboration qui se met en place. Mais aussi, dans le discours, on ne voulait pas juste donner un discours d'apitoiement sur le sort du peuple palestinien. On était là aussi pour rappeler qu'il y a la résistance palestinienne et qu'il faut la soutenir, au moins dans le discours, qu'il faut la soutenir et faire des actions concrètes sur le terrain comme manifester et boycotter. Donc on était là aussi pour apporter, en tout cas, montrer notre soutien total et inconditionnel à la résistance palestinienne sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. Si vous voulez, la LDJ avait dit qu'il viendrait à chaque manifestation pro-palestinienne pour raccompagner, entre guillemets, les pro-palestiniens chez eux et disperser les manifestations, c'est-à-dire en gros frapper des gens, principalement des femmes isolées, des gens isolés, souvent à plusieurs, et armés, c'est-à-dire que on sait de notre service d'ordre et on a des vidéos comme quoi les gens de la LDJ sont venus armés. Personne chez nous n'est venu armé. Notre service d'ordre n'était pas armé. Il a dû gérer une situation très compliquée où il avait face à lui des gens qui étaient là vraiment pour faire du mal. Et il faut se rappeler aussi, on parle de cet incident aujourd'hui parce qu'il y a une synagogue qui est en jeu. Il faut savoir une chose. De un, la synagogue à aucun moment n'a été visée dans les incidents qu'il y a pu y avoir. Les manifestants qui étaient un peu remontés ne faisaient que répondre aux agressions de la LDJ parce que la LDJ a agressé des gens à cette manifestation-là, notamment des familles isolées qui quittaient la manifestation parce que la station Bastille avait été fermée. Ils avaient des drapeaux d'Israël, ils criaient LDJ, Palestine, bon bref, voilà, ils insultaient. Personnellement, je suis français, j'ai rien à voir dans ce conflit-là, mais je suis humain. Donc j'étais là vraiment pour montrer mon soutien envers la Palestine et envers les peuples opprimés. Maintenant, de voir que ça s'est passé comme ça, de voir surtout qu'ils étaient soutenus par la police, tout ça, et que derrière ils avaient prévenu qu'ils allaient faire des choses comme ça, je comprends pas, c'est pas normal. De toute façon, ils s'attaquent à des gens comme ça, hein, des femmes isolées, des pères de famille avec leurs enfants dans les bras. Et, voilà. Ils déchiraient les voiles des femmes. C'était incroyable. On se serait cru à la télé, dans des mauvais films. On a vraiment pas compris, quoi.
à ceux qui viennent grossir les rangs de ces gens-là, mais qui ne se sentent pas particulièrement antisémites, mais qui pensent qu'en France, sincèrement, il y a 2 poids, 2 mesures, et que les atteintes aux musulmans et aux catholiques ne valent pas celles faites aux juifs. Bon, je leur dis que la Shoah, l'extermination des juifs, le génocide, doivent être sacralisés, sacrés. Et que quand on commence à s'attaquer à cela, c'est l'ensemble de notre système de valeurs qui est atteint. La Shoah, l'extermination des juifs, le génocide, doivent être sacralisés, sacrés. Marie-Lise, bonjour. Bonjour. Tu as fait partie du public dans le procès là, de l'affaire Bouarrache. Tu peux nous en dire un mot? Oui. Écoutez, moi ce que j'ai à dire, c'est que je suis extrêmement choquée que dans ce dossier, où il y a eu quand même mort d'homme, les accusés comparaissent libres. J'ai été extrêmement touchée par toute cette description qui nous a été faite par la présidente du tribunal concernant la dramatique épreuve de ce vigile. Et je me demande dans quel pays je suis. Parce que c'est clair, les criminels comparaissent libres, les criminels sont en liberté. Alors je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Voilà, je sors choquée d'avoir entendu ce récit d'une violence inouïe et d'avoir vu ces gens libres. Voilà, je suis une citoyenne totalement choquée de voir comment la justice française traite les criminels. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'inspire, le fait que... T'en avais entendu parler avant de t'impliquer davantage dans les réseaux sociaux, etc. T'en avais entendu parler de cette affaire? Parce que ça date d'il y a quand même 5 ans. Oui, non, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est donc Wilson du collectif La Citadelle qui m'a alerté de cette affaire. Évidemment, j'ai pris des renseignements sur le net parce que les médias officiels n'en ont pas parlé. Et là, j'ai été extrêmement choquée aussi de voir qu'un journaliste d'un média indépendant a été interdit d'exercer son métier par les forces de l'ordre. Alors il faut vraiment nous dire si la France est un pays démocratique, parce que ce que j'ai vu ce matin prouve le contraire. Très bien. Marie-Lise, merci. Et à très bientôt. Merci. Un dernier mot peut-être? Un dernier mot, écoutez, moi je suis présidente d'une association qui lutte contre la pédophilie. Association Sarah. J'ai aussi à vraiment regretter que la justice ne fasse pas son travail dans des dossiers extrêmement délicats qui mettent en cause des personnalités. J'espère vraiment que mon pays va avoir une autre justice et une justice juste. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Merci, très bien. Wilson, Cauchemar, bonjour. Bonjour. Là, on se retrouve ici pour le procès de l'affaire Saïd Bouarrache. Pourriez nous dire déjà votre ressenti sur le nombre de personnes qui sont arrivées Comparé, on attendait une mobilisation quand même un peu plus importante au vu de ce qui était annoncé sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui commencent à arriver là au goutte à goutte, on est à peu près une vingtaine, il y a encore quelques personnes qui vont arriver, mais je pensais quand même que ça mobiliserait plus de monde que ça. C'est vrai aussi qu'il faut préciser, on est en pleine semaine le matin, qui bosse. Là pour l'instant, donc les jurys ont été choisis et les débats vont bientôt commencer en fait. Voilà.
D'accord. Là, justement, il y a combien d'accusés? Parce qu'il me semblait qu'au départ de l'affaire, il y avait 7 personnes qui étaient suspectées. Là, on en est à combien Il y avait 7 personnes suspectées et il y a 4 prévenus désormais. Qui ont comparu libres, ils étaient emprisonnés, comment ça se passe? Qui comparaissent libres. Il y a 2 personnes, parmi eux, 2 des individus qui ont effectué des peines de prison. L'un d'entre eux qui a effectué une peine d'un peu plus de 8 mois. Et le deuxième, je ne me rappelle plus exactement sa peine. Les autres ne sont pas allés en prison. D'accord. Et 3 personnes ont été écartées totalement de l'affaire. Ok. Wilson, qu'est-ce que ça t'inspire, cette affaire Bourarache? Bah écoute, moi ça m'inspire du dégoût de la justice française, dégoût de la justice à 2 vitesses, un mépris total en fait pour l'égalité citoyenne. Est-ce qu'il y en a encore une? Ça c'est la question. Voilà, moi je peux comparer ça au procès Halimi. Donc le procès Halimi avec bien sûr toute l'horreur que ça a pu avoir en termes humains. Derrière ça, le 2 poids 2 mesures, donc par rapport à l'affaire, puisque Ilan Halimi représentait à lui-même l'antisémitisme depuis, on va dire, un siècle. Et donc tu vois l'affaire Saïd Bora qui est pour moi un meurtre, clairement, avec volonté de nuire et de tuer, et surtout, je pense, un crime raciste et donc islamophobe, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui. Et tu le compares à des procès comme celui d'Halimi. C'est inadmissible, pas une minute sur les médias mainstream, pas une minute ou pas une dizaine de lignes sur la presse écrite, hormis quelques articles complètement dévoyés comme celui du Monde. Ouais, où on précise qu'il est analphabète, musulman. Ou alors, le mec apparemment il aurait tenu des propos antisémites. Voilà, on renverse en fait, tu vois, on change de camp, on renverse l'affaire et on fait passer Saïd carrément pour un antisémite notoire qui lui-même a provoqué en fait ses agresseurs et qui après en arrivait à un meurtre qui apparemment, selon ce que j'entendais tout à l'heure dans les médias mainstream, me disaient donc des gens de BFM TV, il n'y a vraiment encore aucune preuve et donc en gros les accusés se repentent de leurs actes, ils n'ont pas fait exprès, bien évidemment on va les chatoyer, donc ça va aller dans leur sens et puis ils seront libérés et il n'y aura rien, il y aura une relaxe. Moi j'attends pas grand chose de ce procès. Je pense que par contre ce qui est important c'est qu'on soit ici présent pour la mémoire de Saïd Bourak, parce que c'est comme un père de famille qui a été tué, qui a été assassiné lâchement. C'est quand même un père de famille donc qui a laissé un petit garçon qui aujourd'hui est détruit psychologiquement, qui a laissé aussi une veuve. Donc voilà, moi c'est pour sa famille que j'ai une pensée. Et Saïd Bourak, c'est aussi le combat de beaucoup d'entre nous, le combat de la justice, de la vérité et de l'égalité de traitement. Voilà. Traitement médiatique aussi. Parce que là on peut quand même apporter une petite anecdote, c'est que notre confrère et frère de combat Independenza Web TV c'est gentiment gentiment mais avec contrôle d'identité fait recaler ce qu'il voulait filmer. Tu as assisté à la scène, tu pourrais nous en dire un mot? Je suis arrivé juste à la fin de l'altercation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de l'événement. Donc, mais Wilson lui était là. Mais par contre, moi j'ai vu à l'intérieur un responsable de la LDJ qui filmait. Il n'a pas été contrôlé par la police par la suite. On lui a juste demandé gentiment d'effacer, d'éteindre sa vidéo. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un responsable de la LDJ. Tu vois, comme vient de dire Franck, c'est quand même assez extraordinaire. Le mec normal, il filme avec son portable. Pourquoi il est là même déjà? Voilà, alors donc lui, il peut filmer avec son portable, un média indépendant alternatif non subventionné. On lui a pas demandé de supprimer la vidéo. Tout à fait. Je pense que ça aurait été dans un autre cadre. La personne aurait eu immédiatement son portable confisqué d'une part et la vidéo effacée. Là, pour moi, je pense, à juste titre, que ça a tout l'air d'un procès d'exception, vraiment. Pourquoi ? Parce que le sionisme est en jeu, encore une fois. On va essayer de faire prouver que la LDJ n'a aucun lien avec ces individus-là. Or, on était une vingtaine d'individus ici, devant le tribunal, on les a vus arriver. On a vu 3 ou 4 têtes, des gens qu'on a parfaitement reconnus, qui font partie de la LDJ. Et ces gens-là sont là, normalement, dans la rue, tranquillement, alors qu'ils tabassent des gens. On se souvient l'agression de Ginette Scandrani, il y a quelques années de ça. Ils insultent des gens, ils attrapent donc des pro-palestiniens à l'aéroport de Roissy dès qu'ils arrivent de voyage en Palestine pour les tabasser et les molester. On se souvient en 2002 donc le commissaire qui a été poignardé
dans le cadre d'une manifestation pro-Bétard. Et lui, il s'appelait pas Saïd, hein, il s'appelait Alexis. Voilà, bah oui, bah évidemment, ça passe tellement mieux. Donc, mais pourtant, il a pas été surmédiatisé non plus. Hein, du tout. Mais non, voyons, parce que c'est une association d'utilité publique, la LDJ. Voilà, tout le monde le sait. L'avant-garde. Hein, voilà, c'est l'avant-garde de la République. Et pendant ce temps-là, bah, ces gens-là, voilà, dont quelques-uns en font partie, ont tué, il faut le dire, Saïd Bouarrak. Voilà. Et le pire, c'est qu'on a vu les accusés arriver devant le tribunal en liberté normale. Voilà, arriver tranquillement, attendre, et puis voilà, c'est la fête, c'est ça la démocratie après tout, et la liberté, les droits de l'homme, enfin tout ce qu'on nous rassasse depuis tout petit. Et ben aujourd'hui, on a la preuve criante qu'on est dans une dictature, et c'est du 2 poids 2 mesures en permanence. Et je pense qu'il nous fatigue à tous, hein, citoyens engagés, militants, activistes ou dissidents, ce qui nous fatigue à tous, c'est ce 2 poids 2 mesures en permanence, qui fatigue, qui ruine ton mental. Mais malgré ça, je pense qu'il faut continuer à se lever. Voilà, il faut se lever contre ces injustices. Et moi, je tiens à remercier en tout cas la Razia qui a mobilisé donc toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui pour soutenir la mémoire de Saïd dans ces circonstances-là. Je vous remercie aussi. Par contre, moi j'aimerais dire que le parallèle avec l'affaire Halimi, on peut le faire au niveau médiatique. Seulement pour l'instant, parce que c'est quand même 2 affaires qui ne se ressemblent pas non plus, voilà, qui sont distinctes. Voilà. Dans un cas, on parle de torture qui ont duré plusieurs jours. Voilà, pour l'instant, Saïd, il faut que les avocats parviennent à démontrer que on pense que c'est un meurtre et on espère que l'avocat de Nathalie Potignon arrivera à le démontrer. Voilà. Mais pour l'instant, on ne peut pas être aussi affirmatif, même si c'est notre ressenti et même si on constate le 2 poids 2 mesures au niveau des médias. Bonjour Francine, bienvenue sur l'antenne de France Inter. Marc Trévidic vous écoute. Oui, bonjour monsieur le juge, j'ai bien entendu vous dire toute ma compassion. Il faut avec la plus grande virulence par rapport à ces jeunes qui se font manipuler. Monsieur le juge, pourquoi ne dénoncez-vous pas le djihad intégriste de la Ligue de défense juive et du Bétard qui vont faire des djihads en Israël, assassiner On va vous couper Francine, Sur nos standards, avec une question de Sabrina, bonjour. Oui, bonjour France Inter, merci. Vous nous appelez de Bordeaux. Madame, oui j'appelle de Bordeaux. Alors moi j'avais ça s'entend Sabrina, ça fait plaisir. Je me ressens chez moi là. Écoutez, je vais vous dire, madame, Bruno Guigues, ancien sous-préfet de Saintes, a été limogé pour avoir dit la vérité sur la politique israélienne. Madame, nous avons en France une organisation juive, le Bétard, qui a poignardé un commissaire de police français en plein Paris il y a 3 ans. Je ne suis pas certain que ce soit du registre de madame la ministre de l'Outre-mer de l'Intérieur, votre question. C'est un commissaire de police, mais en même temps, je crois que vous n'avez pas l'air d'être au courant de cette affaire. Peut-être que... Bon, on va peut-être passer à Daniel. Bonjour Daniel. On sait très bien que si 4 individus maghrébins avaient agressé un vigile de confession juive, on sait très bien que tous les médias mainstream, on aurait parlé qu'il y aurait des déplacements, sûrement même de ministres, on aurait crié à l'antisémitisme, même si a priori ce n'était qu'une simple rixe. Voilà. Très bien. Et comment vous projetez, vous tous les deux, l'avenir des médias alternatifs si même en plein jour de procès, on autorise des médias mainstream à filmer à l'intérieur de locaux et on en interdise d'autres avec contrôle d'identité? On a l'impression d'entrer en dictature. Peut-être qu'à l'avenir, il va falloir carrément filmer en caméra cachée et puis publier les vidéos anonymement. Ce serait peut-être ça la liberté d'expression à la française dans le futur. Il y aurait peut-être encore des gens pour la défendre de ce point de vue-là. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas libre de dire ce qu'on veut, réellement. Ce qui est étonnant, Franck, en plus, c'est que quand les caméras d'Independenza Web TV donc, se sont mis en ordre de marche, donc montées et donc prêts à filmer, donc immédiatement, c'est un OPJ qui est venu. C'est pas... Pour rappel, OPJ, officier de police judiciaire. Donc, qui lui, il a beaucoup plus de droits que les autres. Et quand il est venu... donc il a été strict et direct. À partir du moment où tu n'as pas de carte de presse, tu n'es pas un représentant de médias officiels. Alors après, qu'est-ce qui est média officiel et qu'est-ce qui n'est pas média officiel? Alors que la classification est très, très douteuse. Et donc du coup, c'est simplement un média citoyen qui essaye de rapporter des faits, des images, d'interviewer des gens de manière neutre, ce qui est rare chez les médias mainstream, ce qui est pratiquement interdite.
Et donc pour le coup, les caméras d'Independenza Web TV se sont donc retiré l'accès au tribunal, alors que les mêmes caméras d'Independenza Web TV ou de Meta TV ou d'autres télévisions indépendantes ont accès au palais de justice de Paris. Voilà, donc pourquoi au tribunal de Bobigny tu peux pas le faire? On peut émettre toutes les hypothèses qu'on veut, mais honnêtement, si on est un peu honnête et qu'on se voile pas la face, on sait que le procès de Saïd Bourak est un procès d'exception parce qu'il y a la LDJ dans l'histoire. Donc à mon avis, je pense que ça peut rejeter de ça. Mais ça sera intéressant à l'avenir de poser la question sous un plan démocratique. Quelle est la différence entre un média officiel, média indépendant, média mainstream? Enfin voilà, je pense qu'il y a un débat intéressant. Toutefois, en tout cas, ce que je dis par rapport à cette histoire, c'est qu'Independenza Web TV a subi un tort. Et ça serait bien de voir du côté juridique s'il n'y a pas des possibilités à ce niveau-là. Voilà, parce que... Non, vas-y. L'officier de police a clairement dit que c'était interdit de filmer. Puis après, il s'est rattrapé en disant qu'on pouvait filmer les gens si on leur demandait l'autorisation. Mais il a quand même dit non, vous filmez personne, vous n'avez pas le droit de filmer le public. Il a essayé d'interdire et de cacher en fait la vérité, qui en fait on a le droit de filmer des gens qui consentent d'être filmés, comme nous-mêmes là on est en train de se faire filmer. On ne voit pas où est le problème en fait. Voilà. Très bien. On va se quitter là et on va suivre de très près. Merci Meta TV. Merci à Meta TV. Et merci à vous pour votre implication. Merci. À très bientôt. À bientôt. Comment est-ce que vous expliquez que vous suscitiez autant de passion autour de vous? J'ai la faiblesse de penser que j'en suscite parce que j'en déclenche. Mon livre s'appelle De la guerre en philosophie. Les coups, je les cherche. Je déclare la guerre à un certain nombre de gens. Il est assez normal que la guerre me soit rendue. Et puis il y a le choix qui m'a été enseigné par mes maîtres. Et pour moi, faire de la philo, c'est aller au Darfour avec une unité de combattants de l'ALS, comme je le raconte dans le livre. Israël est intouchable. Sa légitimité, son existence. Alors après, on peut, comme dans toute démocratie, et il faut discuter les erreurs, les bêtises, les fautes de tel ou tel gouvernement. Mais le principe d'Israël, ça il faut le dire avec force, et tant pis si ça déplaît, bien sûr qu'il est intouchable. Mesdames, Henri Lévy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ustedes no ven el imperio yanqui. Ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo que está preocupado. Están preocupados. Imagínense Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Ahora, fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. No, que Israel financia a la oposición venezolana. Financia la contrarrevolución. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad
que andan detrás de mí tratando de matarme. Tratando de matarme. Esa es una de las amenazas que tenemos nosotros. Solo que los tenemos controlados. Sabemos dónde se mueven en las islas del Caribe. Tenemos muchos amigos en todas partes, pues. Y ellos no son invisibles. No son el hombre invisible. Y son torpes también, la mayor parte de las veces. Están acostumbrados a pelear contra indefensos como esta expedición humanitaria. A medianoche les cayeron en helicóptero, ráfagas de ametralladora, una gente que estaba durmiendo, seguramente la mayoría, en aguas internacionales. Es un crimen de guerra. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la justicia en este mundo, por el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia en este mundo? Moi, je crois que c'est le problème actuellement. Nous devons dire au notre gouvernement, vous faites la guerre surtout partout. Vous n'en avez pas les moyens. Aujourd'hui, quand vous lisez ce qui se passe en Libye... Oui. Ah, ouais, j'ai envie de vous demander à tous les deux, vous avez une vision, c'est lié tout ça, forcément. C'est évident. Je veux dire, la Libye et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est lié tout ça. C'est lié. Regardez comment les choses se mettent en place aujourd'hui. Il y a quelques années, ou quelques mois, quelques années, on a rejoint le commandement intégré. Pendant quelques heures, le ministre des Affaires étrangères a dit la question d'appeler l'OTAN parce que ça effraie les populations. 48 heures de temps, tout a changé, on a appelé l'OTAN. En Libye, on a appelé ici. Bon, alors, personne n'a d'illusion. Ce qui se met en place aujourd'hui, c'est un système qui va de l'Afghanistan à la Côte d'Ivoire pour enlever ceux qui sont des empêcheurs de tourner en rond et puis les remplacer par d'autres qui le sont. Et c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fiche en Libye, d'après vous? Et vous avez, quand vous pensez qu'en Libye, tout est parti du voyage d'un certain Bernard-Henri Lévy, ministre des Affaires étrangères. Que pensez-vous de votre successeur? Écoutez, Monsieur Lévy, vous êtes fier de succéder à Vergène et à Talleyrand. Oui. Que pensez-vous de votre successeur, Monsieur Lévy? Je n'ai pas le sentiment de voir un successeur ou un héritier même qui puisse être Monsieur Lévy. Écoutez, une Américaine me téléphonait ces jours-ci, me disant... Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, Jacques, expliquez-moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, dans une télévision américaine, M. Lévy a déclaré le temps est passé où les chefs d'État occidentaux devaient faire des pipes aux dictateurs arabes. The intellectuals as me, the journalists as you, the statesmen like Sarkozy, we are all overwhelmed by the new law. The new law is the law of the peoples. The people of Tunisia, the people of Egypt, the people of Libya now, they are putting the new law. It will be very difficult now to make blowjobs to dictators in the Arab world when we are a European government. It will be more and more difficult because the world has changed. This event is the first huge event of the 21st century. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, dans une télévision américaine, M. Lévy a déclaré le temps est passé où les chefs d'État occidentaux devaient faire des pipes aux dictateurs arabes. Je dis, comment peut-on s'exprimer ainsi? Je dis, mais il faut te dire compte que c'est une bande de voyous. Et en plus, des voyous aveugles. Donc, qui dirige ce comité des opposants à Benoît? C'est le ministre de la Justice qui présidait à la torture des infirmières bulgares. Bon, ben. Non mais c'est pour dire que se met en place, je suis heureux que vous ayez posé cette question, je suis heureux de vous faire cette réponse, parce que ce n'est pas évident aujourd'hui, mais il me sera encore plus demain, se met en place tout un système dans le monde, on va voir ce qui va se passer avec les élections européennes, et pour moi, le président Afghanistan, qui est destiné à généraliser ce système. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Français veulent parler aux Arabes. Et on va choisir les Arabes, les musulmans modérés, les islamistes. Il y en
Et on va faire le tri. C'est une nouvelle déclaration, je précise ce qu'on venait de dire. C'est une nouvelle catégorie maintenant de gens, bien sûr, lesquels on va pouvoir parler. Ils sont des gens bien et les autres, on va les éliminer. Voilà. Et puis, il faut c'est nous qui les choisissons, c'est même pas eux qui se disent. Et puis il faut dire aussi que nous avons... Et c'est nous qui les choisissons, c'est même pas eux qui se disent. Et c'est nous qui les choisissons, c'est même pas eux qui se disent. 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 Et c'est nous qui les choisissons. 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 C'est même pas eux qui se disent. Même pas eux qui se disent. Mais on ne met pas en cause la Cour suprême d'un État souverain. On n'est plus autant, on essayait d'imposer Maximilien d'Autriche comme empereur. Oui, ça remonte Et même ça s'est terminé mal en plus. Non, nous assistons à un affaissement de la morale publique, et puis surtout, ce qui est pire, on peut à la rigueur tolérer les dirigeants qu'on a s'ils sont intelligents, cyniques, avec le sens des réalités. Parce que le sens des réalités, c'est une barrière contre la folie. Tandis que là, ils n'ont plus aucun sens de la réalité. Quand on se mêle d'un contentieux électoral en Côte d'Ivoire, on a besoin de dire que les nègres, taisez-vous, nous, on est les chefs. On va dire qui a raison, qui a tort. Je voulais juste vous parler aussi de la résolution 1975 du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez que, sans doute, que le prétexte qui a été donné à cette résolution, c'est ce qui s'est passé le 17 mars. Je voudrais savoir si vous avez ces mêmes informations-là. Apparemment, le 17 mars, les FDS, donc les forces de défense et sécurité, auraient tiré à l'arme lourde sur un marché à Bobo. Il y aurait eu 30 morts. C'est ça qui aurait déclenché cette résolution et tout ce qui s'est ensuivi. Est-ce que vous... Je n'ai pas le détail, mais j'imagine bien, comme dans le cas de l'Irak, vous vous souvenez bien, tous les prétextes ont été trouvés et seront apparemment légitimés pour justifier des raisonnements, des résolutions. Souvenez-vous de ce grand débat qui a eu lieu aux Nations Unies, où le délégué américain, le ministre des Affaires étrangères américain, le plus grand pays de la Terre, est arrivé avec des petites fioles sur le bureau qui était le sien, et il a dit, messieurs, tout est là, tous les produits chimiques dont on dispose du dictateur de l'Irak, Saddam Hussein, sont là, et c'est pour ça qu'il faut y aller. Et après, on a trouvé qu'il y avait... Des mauvaises langues disaient que c'était Bernard-Henri Lévy, qui dans les toilettes avait pissé... Toujours lui. C'est vrai qu'il est partout, lui. Il est partout. Mais c'est terrifiant. C'est un penseur. Non mais écoutez, c'est terrifiant, moi en tant que Français, encore une fois, de voir que c'est ce monsieur qui devient le porte-parole de l'engagement des troupes françaises en Iran. Sans passer par les propos habituels, qui parle du Perron, qui appelle de là-bas le président de la République pour dire voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc on est vraiment dans un état qui découle l'état souverain que l'on connaissait. Vous imaginez le général de Gaulle, je ne vais pas parler des autres, mais le général de Gaulle dans cette situation, avec va en guerre, qui là-bas l'appelle, en Indochine ou ailleurs, en général il faut venir. C'est un côté stupide. Il n'y a plus d'État, c'est un état de choses. Petit chose. Parce qu'il s'engage, parce qu'il porte la parole. Pour terminer, regardez la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info. Cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne info. À vous. D'autres infos sur la chaîne info. Allez-y, dites-le.
Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. Parce qu'il porte la parole, Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. Animant la femme perpétuelle, dans cette crypte du souvenir, nous communions avec la